Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici notre sommaire. Mon invité, c'est Sylvain Breuzard, le président fondateur de Norcis, entreprise de services numériques. Il vient de faire entrer la nature au conseil d'administration de son entreprise. Il va nous expliquer. Dans notre débat, on fera le bilan des 5 ans du Green Deal. Que reste-t-il des ambitions du Pacte vert européen? Le nouvel équilibre politique du Parlement peut-il le remettre en cause? Réponse tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai les turbines houlomotrices de Hacewave ou comment l'innovation se met au service d'une énergie décarbonée. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti! L'invité de Smart Impact, c'est Sylvain Breuzard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Norcis, entreprise de services numériques. Vous publiez également la Perma-entreprise, un modèle viable pour un futur viable inspiré de la permaculture. C'est aux librairies Erol. Peut-être avant de parler de ce concept, présentez-nous Norcis. Norcis, donc une entreprise dite de services numériques. On développe des logiciels sur mesure pour des entreprises, que ce soit grands groupes ou de taille intermédiaire, et autour des nouvelles technologies qui ne font que de changer depuis 30 ans. Voilà, donc on est particulièrement actif dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de la transition écologique. Pour être aligné avec notre vision de l'entreprise notamment, et ça fait 750 salariés en France et au Maroc. D'accord. Et vous venez d'annoncer, vous l'avez annoncé je crois qu'il y a quelques semaines, mois de novembre, que la nature devient actionnaire de votre groupe. Je lis ça, je trouve l'idée géniale, mais enfin ça veut dire quoi? En fait, on développe et on fait évoluer l'entreprise dans ce concept que j'ai inventé qui s'appelle la perma-entreprise, donc qui pousse à préserver notamment la planète. Et l'idée, c'était d'aller plus loin. C'est de dire comment faire en sorte pour que cette nature soit présente constamment dans l'entreprise et dans le temps. Et en fait, le plus simple à faire, c'est de la rendre actionnaire, puisque un actionnaire, par définition, il est là, il est dans son conseil d'administration, et il y reste si on veut, si on veut le sortir. Et c'est lui qui va devoir dire je sors. Donc ça c'est le principe. Mais ensuite, il faut choisir quelqu'un qui forcément va incarner la nature dans ce conseil d'administration. Voilà. Alors là, évidemment, il faut que ça soit quelqu'un externe à l'entreprise, on s'entend bien. Donc voilà, nous on a fait le choix de quelqu'un qui a fait des travaux de recherche pendant 4 ans, justement sur la nature et son droit dans le monde. Il a identifié quelques expériences sur une rivière Nouvelle-Zélande, etc. Et finalement, son projet, c'est de faire évoluer les gouvernances d'entreprise. Donc, on s'est dit qu'il était parfaitement adapté pour être Monsieur Nature, actionnaire de Norcis. Et alors, il y a d'autres postes de pilotage ou d'influence qui, de la même façon, vous allez faire essaimer l'idée dans l'entreprise? Oui, c'est cela, parce que la nature est actionnaire, mais moi j'aime bien les équilibres. Et donc je souhaitais que les salariés soient eux-mêmes plus en prise, eux-mêmes peut-être plus de pouvoir face à la défense de la nature. Et donc c'est ça qui nous fait expérimenter ce qu'on a appelé le Conseil social économique et nature, le CSN, et donc en établissant des prérogatives pour cette équipe du dialogue social qui soit autant environnementale que sociale. Ça veut dire que vous le faisiez déjà d'une certaine façon, sauf que maintenant c'est statutaire, quoi. C'est-à-dire qu'avant toute décision, vous allez vous dire, voilà, est-ce qu'on a un impact positif? Est-ce que ce qu'on fait est destructeur ou pas pour l'environnement? Voilà, il y a 2 approches pour notre monsieur actionnaire nature. C'est que, évidemment, dans un conseil d'administration, on analyse plutôt les choses a posteriori, les résultats de l'entreprise, ses projets, etc. Donc il le fera, mais ce qu'on lui a aussi donné comme liberté, c'est de pouvoir à tout moment par rapport à des projets que voudrait mener l'entreprise, des projets d'ordre stratégique, de dire stop, je veux l'étudier, donc faire un travail là a priori avant qu'on l'entame pour justement analyser les impacts. Et une étude d'impact en fait. Une étude d'impact, c'est vraiment ça, quoi. Et qui fasse qu'on trouve les bons ajustements à faire par rapport au développement de l'entreprise. Est-ce que ça peut vous aider aussi à ne pas prendre la mauvaise direction? Parce que moi, je reçois pas mal de chefs d'entreprise qui se disent on veut améliorer, on veut peut-être changer le modèle économique de notre entreprise, on veut trouver le moyen d'avoir un impact, déjà limiter notre impact ou avoir un impact positif. Ils disent mais je ne sais pas quoi choisir, quelle direction prendre. Voilà, et ça c'était mon constat en 2019, c'est que je voyais des entreprises qui avaient envie de bouger un peu les lignes, mais qui ne savaient pas comment s'y prendre. C'est ce qui m'a fait créer ce modèle de développement que j'ai appelé la perma-entreprise, avec une méthodologie complète
qu'on a donné en bien commun, pour Oui. que tout le monde s'en apprenne, et fasse que ces gens-là puissent dire, oui, ça y est, j'ai trouvé la vision, la perma-entreprise, Oui. et j'ai trouvé la méthodologie pour le faire. Mais c'est vrai que c'est extrêmement important, parce que voilà, les dirigeants, je crois, de plus en plus sont lucides, notamment sur les problèmes planétaires. Et il ne faut pas oublier que les problèmes sociaux sont liés à ça, et de plus en plus d'ailleurs. Donc il y a une volonté de bouger les lignes, mais comment faire? Donc c'est vraiment le modèle perma-entreprise qu'on déploie avec notre école. En rentrant un peu dans le détail, perma-entreprise, donc inspiré de la permaculture, et évidemment, c'est quoi une perma-entreprise? En fait, une perma-entreprise, c'est une entreprise qui va articuler son développement, c'est vraiment un modèle de développement, autour de 3 principes éthiques. Prendre soin des femmes et des hommes, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Alors, on va reprendre ces 3 piliers, si vous voulez bien. Prendre soin des humains. Concrètement, quelles actions vous avez mis en place dans une entreprise comme la vôtre? Alors, prendre soin des humains, c'est dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise déjà, et on est dans une vue globale. Donc, nous, on l'a traduit par un enjeu qui nous guide sur plusieurs années, qui est de dire comment faire pour que les collaborateurs, collaboratrices soient en énergie positive de manière permanente en s'appuyant sur des leviers de qualité de vie. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en premier lieu, il faut développer une culture du management qui soit une culture de dialogue, d'accompagnement. Ça, c'est fondamental. En deuxième lieu, il faut se préoccuper de, finalement, l'employabilité de tous les collaborateurs, de leur évolution. Il faut se préoccuper de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Il faut se préoccuper des conditions de travail. Et vous voyez, la dernière idée qui est née par les salariés de Nord6, et eux qui l'ont poussée, c'est d'être reconnectés à la nature pendant leur travail. Tout cela, c'est des facteurs d'énergie positive. Donc, c'est très concret, le modèle perma. Oui, effectivement, je vois ça. Deuxième pilier, préserver la planète. Alors, je ne parle pas de Nord6, mais est-ce que ça veut dire, on a commencé à l'aborder, jusqu'à changer de modèle économique, et avec tout ce que ça suppose pour une entreprise? Oui, en fait, dans la méthodologie pour mettre en place ce modèle de perma-entreprise, justement, à un moment donné, on fait travailler sur l'alignement de son offre, soit produit, soit service, soit les deux, sur ces 3 principes éthiques. Comment je peux mieux aligner? Alors, si on prend mon cas, comment je peux faire pour que nos développements d'applications, de logiciels, puissent encore permettre de mieux prendre soin des femmes et des hommes, puissent encore permettre de mieux préserver la planète. Et vous voyez, le fait de remettre en question ces offres fait que, finalement, on les fait évoluer, on prend peut-être de l'avance, on anticipe sur des futures lois et autres, et ça s'avère finalement être plus performant dans le moyen terme, si ce n'est dans le court terme. C'est ce qui s'est passé dans notre entreprise et dans d'autres perma-entreprises. Quand on prend le 3e pilier, se fixer des limites et redistribuer équitablement les richesses. Alors là, c'est pareil, c'est en interne, la gouvernance, la participation, etc. Et aussi vis-à-vis des clients, de celles et ceux qui utilisent les produits des entreprises. En fait, ma vision des choses, c'est qu'on a en France un certain nombre d'organismes dits publics qui se préoccupent de la santé, qui se préoccupent de la justice, qui se préoccupent de l'éducation nationale, etc. Malgré tous ces organismes-là, il y a énormément de difficultés, notamment sociales. Et qu'est-ce qui fait que ça tient à peu près? C'est le monde associatif, qui fait un travail local de territoire extrêmement précis par rapport à tout un tas de problématiques. Donc, ma vision, c'est qu'il faut les soutenir davantage et les soutenir notamment financièrement. Parce que, encore une fois, c'est un peu le ciment de notre société. Donc, c'est pour ça que dans le redistribuer équitablement la richesse, je pousse à ce qu'on en redistribue un peu plus au monde associatif. En plus, il y a des dispositifs fiscaux favorables pour le faire en France. Donc, ne nous privons pas. Ouais. Je reviens à la nature, au conseil d'administration. Est-ce que l'ancien président du conseil d'administration de Greenpeace France que vous étiez rêvait de siéger au conseil d'administration de certaines entreprises? Alors, pour être très transparent, la question s'est posée en disant, puisqu'on veut faire ça, est-ce que c'est pas à toi d'y être, puisque tu as quand même un beau background sur ce sujet-là? Et non, parce que je ne peux pas être crédible si je suis dirigeant d'entreprise, et voilà. Et c'est représentant nature, puisqu'on en a aussi installé dans notre conseil éthique, dans notre comité de mission, etc., pour qu'il y ait vraiment un collectif qu'on appelle le Haut Conseil de la Nature. Voilà, c'est très bien qu'il y soit des personnes externes qui sont experts dans toutes ces problématiques-là et qui vont pouvoir
finalement amener de l'idée nouvelle, amener de la prospective. Voilà ce qui est en train de se passer, comment l'anticiper. C'est ça qu'on recherche. Tiens, il nous reste une minute. Vous êtes une entreprise de services numériques. Quelle place vous donnez à l'intelligence artificielle et notamment à la nouvelle forme d'intelligence artificielle dans votre vision du futur là? Voilà, alors... question évidemment difficile. Ouais. On a à Nord6 une équipe qu'on appelle les pirates. Ce sont des gens qui justement cherchent à faire évoluer l'entreprise sur tout un tas de sujets. Donc ils se sont emparés de l'intelligence artificielle il y a 18 mois. Notre conseil éthique aussi. Et en fait, notre posture finalement, c'est de dire de toute façon, quelles que soient les technologies, dont l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est qu'on analyse l'usage qu'on veut en faire. Ouais. Et donc, en ce qui nous concerne, Nord6, il y a des usages sur lesquels on n'ira pas et il y a des usages sur lesquels on ira. Des usages qui sont, encore une fois, alignés sur le principe éthique, qui vont permettre notamment de mieux prendre soin des femmes et des hommes, mais des usages aussi qui vont être peut-être moins carbonés, moins émetteurs d'émissions que d'autres technologies, parce que dans l'intelligence artificielle, maintenant, il y a des tas d'algorithmes différents et de technologies Bien différentes. sûr. Et effectivement, un bilan carbone qui est assez vertigineux. Hein. Si elle se développe aussi vite qu'on le prévoit, ça fait beaucoup de data centers à alimenter, quoi. Vous avez dû entendre certains acteurs américains dire « je veux ma centrale nucléaire pour alimenter mes centres serveurs ». Enfin bon, oui, ils y sont déjà. C'est très impressionnant et inquiétant quand même au regard de la nature, ça c'est sûr. Merci beaucoup Sylvain Brezard. J'ai rappelé votre livre, La perma-entreprise, modèle viable pour un futur viable, inspiré de la permaculture chez à la librairie Erol. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. On passe à notre débat, le bilan du Green Deal, du Pacte vert européen. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'avenir du Green Deal, le pacte vert européen, voilà le thème de notre débat avec Caroline François-Marsal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable Europe du réseau Action Climat. Et Frédéric Deloy, bonjour. Bonjour. Le président d'Anaïc. Allez, quelques questions de présentation rapide. Le réseau Action Climat, en quelques mots. Oui, c'est une fédération de 27 organisations françaises de la société civile. Donc on coordonne et de 10 associations locales et on lutte ensemble contre les causes du dérèglement climatique en influençant les pouvoirs publics et en produisant de l'expertise sur les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique. Anaïc, quel est votre métier? Alors Anaïc, c'est 50 ans d'existence, une entreprise que je dirige depuis 26 ans. Le métier, c'est la conception et la fabrication de cadeaux et coffrets promotionnels. On est sur 2 marchés. 2 tiers de notre chiffre d'affaires, c'est le marché de la beauté. Et 1 tiers, c'est le marché de la distribution. Et on est présent dans 5 pays. On réalise un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous êtes Bicorp depuis 2022. C'est ça? Donc ça veut dire que c'est tous les 3 ans. Hein. Donc vous êtes en train de préparer le prochain examen, en quelque sorte. Absolument. Vous espérez progresser? Oui, on est persuadé, oui. Bon, donc ça c'est un vrai engagement. Le Green Deal, ce pacte vert européen, peut-être on peut rappeler son ambition pour commencer, Caroline François-Marsal. Oui, c'est en fait une feuille de route qui a été proposée par la Commission européenne en 2019 pour atteindre la neutralité climatique en 2050 en Europe. Donc ça veut dire pour que les pays de l'Union européenne n'émettent pas plus de CO2 qu'ils n'en absorbent. Et avec cette feuille de route, du coup, dirigée sur la neutralité climatique, on a tout un tas d'initiatives, de textes, de lois qui viennent transformer les différents secteurs de l'économie, donc l'énergie, les transports, l'alimentation, l'agriculture, etc. Et donc ça positionnait, je suis imparfait, même si on va espérer que ça continue, l'Europe comme finalement le continent le plus ambitieux en la matière? On peut dire ça. Oui. À l'époque, oui. En 2019, l'UE était le premier groupe politique, on va dire, à se positionner sur cet objectif de neutralité climatique. Vous avez signé, Frédéric Deloy, avec 300 dirigeants et alumni de grandes écoles, une tribune dans les Échos, un engagement pour le pacte vert. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, il y a un risque, il est remis en question? Oui, en tout cas, on veut, nous, en 3 jours, il y a eu 450 signataires, ce qui est quand même assez marquant. Et en fait, ces jeunes diplômés ou anciens diplômés qui regardent l'avenir se disent qu'il y a des préoccupations sur le climat. Et en fait, l'idée est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter maintenant. On a pris au niveau de l'Europe un avantage concurrentiel évident. C'est un avantage concurrentiel. En tout cas, l'avantage de cette CRCRD, de mon point
point de vue en tant que dirigeant d'entreprise, c'est que ça nous donne de la méthodologie, ça nous donne un cadre, et nous, on saisit l'opportunité de ce cadre pour discuter avec toutes nos parties prenantes, et de là jaillit un alignement avec nos différents partenaires, jaillit de l'innovation, et donc c'est dans ce sens où la réglementation, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Donc ne freinons pas, au contraire, saisissons toutes les opportunités pour créer de la valeur grâce à la réglementation. Parce que, Caroline François-Marsal, il y a un mouvement pour quoi revoir, freiner, interrompre ce bilan extra-financier, on en parle quasiment tous les jours dans notre émission, qui s'impose étape par étape à toutes les entreprises européennes. Alors oui, donc ça c'est une partie du pacte vert qui adresse la question du reporting non financier et financier des entreprises. Et effectivement, en fait, ce qu'on observe depuis quelques mois avant les dernières élections européennes de juin, c'est qu'il y a pas mal d'initiatives de velléité de certains groupes politiques et de certains États de défaire ce qui a été adopté pendant les 5 ans de la précédente mandature, et donc du pacte vert. C'est le cas sur la CSRD actuellement, avec notamment des déclarations en France de ralentir la transposition de ce texte. C'est le cas, par exemple, à Bruxelles, avec des velléités d'aller contre le règlement sur la lutte contre la déforestation importée, qui devait interdire la vente sur notre marché intérieur de produits comme le caoutchouc, le café, etc., issus de cette déforestation. Et du coup, on est en train, en fait, de décranter tout un tas de victoires obtenues précédemment. Vous avez commencé à l'aborder, Frédéric Deloy, mais à quel point cette CSRD, ce bilan extra-financier, c'est un levier de transformation pour vous? Alors, je vais prendre un exemple qui date de cette semaine. Nous avions constaté, si on regarde nos émissions de gaz à effet de serre sur le scope 3, qui concerne vraiment principalement notre activité, puisque nous concevons, nous faisons fabriquer en Chine principalement, et nous importons. On constate que dans le scope 3, on a 3 commandes qui représentent 15% des émissions de fret, donc 3 commandes en fret aérien. Donc ça engage une discussion avec nos clients, et on a constaté un client qui avait l'habitude de toujours pratiquer et de demander du fret aérien. On a engagé cette semaine une discussion avec une posture qui consistait à dire à notre client, écoutez, voilà, nous, on est engagé sur une trajectoire émissions de gaz à effet de serre conformément aux accords de Paris, donc on ne peut plus pratiquer comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et donc on a réussi à construire avec notre client un aménagement de sa planification, et donc on va l'accompagner pour éviter et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que, en tant que fournisseur, je suis extrêmement fier que mes collaborateurs aient cette posture vis-à-vis de nos clients. Et je trouve que l'énorme avantage pour l'entreprise, c'est qu'on crée la valeur immatérielle, non financière, et on discute avec nos clients d'autre chose que de prix. Alors, cette CSRD, on va rester là-dessus, parce qu'on peut quand même se dire qu'on peut la simplifier. Bon, on va y venir. Mais il y a un autre élément, Caroline François-Marsal, que je trouve intéressant, c'est si on l'interrompt, c'est une prime à ceux qui n'ont rien fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le message envoyé est quand même, enfin, à mon avis, assez calamiteux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. En fait, le problème là de ce qui se passe, c'est que l'Union européenne avait annoncé une ambition très claire, avec un cap très clair, avec une échéance en 2030 de réduire nos émissions de 55% de gaz à effet de serre, et en 2050 d'atteindre la neutralité climatique. Et là, les discours, en fait, les décisions politiques sont brouillées à Bruxelles, et du coup ça apporte de l'incertitude juridique, de l'instabilité aux entreprises qui, pour celles qui ont commencé à se transformer en particulier, est très dommageable en fait. 800 pages quand même. On peut la simplifier. On peut dire que c'est extrêmement complexe, on est d'accord. Après, moi, je fais confiance aux entreprises leaders. D'ailleurs, moi, l'enjeu essentiel pour nous en tant que entreprise, petite entreprise ou de taille intermédiaire, c'est le recueil de la data. Et donc je pense que c'est le frein principal, où là, les entreprises vont dire j'ai autre chose à faire, le contexte économique n'est pas favorable, j'ai pas les ressources, ça coûte cher, etc., etc. Moi, je fais confiance aux législateurs dans l'application des textes. Mais personnellement, je pense que compte tenu des enjeux, il ne faut pas sanctionner les entreprises qui sont avancées, il faut maintenir et communiquer nos convictions. Et c'est certaines entreprises leaders qui vont se mettre en mouvement, certains groupes leaders qui vont emmener tout leur écosystème, qui fait qu'on va pouvoir commencer à transformer notre économie ou accélérer dans la transformation de notre économie, créer de la valeur en Europe,
à contrario d'autres continents qui, eux, ne sont pas suffisamment raccordés à ces préoccupations climat. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Frédéric Delevoye. Quand on voit que les patrons de Total Energy et d'EDF disent que les lourdeurs réglementaires freinent les investissements en France et plombent les efforts de réindustrialisation et de décarbonation, vous dites quoi ? Il faut les entendre, ils ont en partie raison. Je dis que ces deux entreprises et ces deux patrons d'entreprise ont une vision beaucoup plus globale que la mienne et ont une capacité avec leur comité exécutif à intégrer les différents composants dans les stratégies de leurs entreprises. C'est plus facile pour eux que pour une entreprise comme la vôtre, absolument, c'est ce que vous voulez dire. Absolument, mais d'autre part, je pense que leur responsabilité, elle est aussi... Et compte tenu du fait qu'ils ont plus de moyens, qu'ils ont une vision beaucoup plus globale, leur responsabilité, elle n'est pas d'opposer les choses, mais au contraire d'intégrer ces investissements-là et ne pas opposer tel investissement par rapport à tel autre. Je pense que, vous savez, moi quand j'ai démarré dans ma carrière, on ne parlait pas de digital. On ne parlait pas de RSE. Je n'ai pas résisté à ça. Au contraire, j'ai voulu saisir les opportunités pour faire progresser et avancer mon entreprise. Donc je pense que la responsabilité d'un grand groupe, c'est de regarder l'avenir, c'est de construire l'avenir, non pas que seulement de son entreprise, mais aussi de la société. Caroline François-Martial, quand ils disent ça, est-ce qu'ils participent au mouvement qui consiste à dire appuyons sur le frein par rapport à l'ambition du Green Deal au niveau européen, ou est-ce qu'ils ont quand même, et d'ailleurs les deux ne sont pas totalement antinomiques, en partie raison, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une surtransposition de normes, un peu trop de complexité dans les normes environnementales imposées. Votre avis ? En fait, ça pose vraiment le débat de la valeur ajoutée de la norme environnementale européenne. Je pense qu'il faut vraiment aborder ce débat rationnellement et en regardant les faits. On entend beaucoup aujourd'hui que la norme environnementale, c'est un problème pour la compétitivité européenne, pour justement la force des entreprises en Europe. Si on regarde un petit peu les chiffres, on voit par exemple que la Commission européenne a constaté que la politique environnementale représente seulement 1% de la charge administrative des entreprises en Europe. Donc, ce n'est pas forcément l'aspect à pointer uniquement. Et par ailleurs, il faut aussi comprendre que ces normes environnementales, certes, il y a un enjeu de mise en œuvre qui est clair. Il y a une difficulté des États, des territoires, des entreprises à mettre en œuvre. Et l'Union européenne peut être là pour les accompagner davantage, pour améliorer en fait, la mise en œuvre sur le terrain. Mais il faut aussi voir que les législations environnementales, elles sont là pour une raison. C'est aussi pour protéger en fait, les entreprises au long terme. Puisque si on prend par exemple les coûts liés aux catastrophes climatiques ces 10 dernières années, on voit qu'on est à 26 milliards d'euros par an annuellement. Enfin, oui. Donc, il faut prendre... il faut bien prendre justement tout ce qu'apporte cette norme et pas seulement pointer la difficulté du reporting ou d'autres. Dernière question qui est assez politique. Les élections européennes, elles ont abouti on sort avec un parlement, avec un axe de gravité un peu plus vers la droite, avec des partis d'extrême droite, nationalistes, populistes, qui sont souvent climato-sceptiques ou qui en disent appuyons sur le frein. On ne peut pas faire comme si ces électeurs européens n'avaient pas voté. Vous voyez ce que je veux dire, Frédéric Delevoye ? Je comprends très bien. Moi, en fait, en dirigeant cette entreprise avec mon équipe, je me concentre avec mes parties prenantes, mes fournisseurs, mes collaborateurs, mes clients, sur ce que nous, on maîtrise. On est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est une entreprise Bicorp, on est entreprise à mission depuis 2020. Donc en fait, on a vraiment inscrit dans notre projet d'entreprise et dans les statuts de nos entreprises comment nous voulons nous servir de notre activité pour contribuer au bien commun, la planète et les personnes. Et donc, dans cet environnement brouillé que vous décrivez, il y a des tensions. Je connais dans notre activité ces tensions sur les différents continents où on opère. Et en fait, on a toujours réussi à traverser, à nous adapter, à être agile en gardant le cap. Moi, ce que je dis, et ce que je souhaite, c'est qu'on garde le cap parce que le monde actuel qui est tellement bouleversé, a besoin d'un cap clair. Et je pense qu'au niveau de l'Europe, il faut qu'on garde ce cap, cette direction, mais qu'après on soit assez souple et tolérant dans la mise en œuvre, parce que, compte tenu de toutes ces contraintes, effectivement, il faut qu'on soit tolérant sur le fait que telle entreprise n'a pas pu produire son rapport de durabilité à temps ou quoi. Merci beaucoup, et ça repose la question de l'acceptabilité, évidemment, de cette transformation. Merci à tous les deux, c'était très intéressant de vous avoir sur le plateau de Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.
Smart Ideas avec Jean-Luc Stanek, le fondateur de AceWave. Bonjour, bienvenue. Bonjour. On va parler de houlomoteur. Déjà, commençons par comprendre de quoi on parle. C'est quoi ? C'est un moteur qui fonctionne avec la houle. En bref, on récupère l'énergie de la houle pour en faire de l'énergie électrique. Ouais, ok. Alors ça, c'est l'idée de départ et c'est pas si simple à mettre en œuvre. Combien d'années de recherche et développement, de brevets pour aboutir à une solution qui commence à être opérationnelle aujourd'hui ? 20 ans, une soixantaine de brevets, plusieurs grandes écoles d'ingénieurs qui nous suivent. D'accord. Ce pouvoir de la houle, comment vous en avez pris conscience en fait ? En plongée, j'étais passionné de plongée. Oui. Je voyais au palier de grands bateaux qui se faisaient secouer. Je me dis c'est dommage de ne pas profiter de cette énergie. J'ai vu les souffleurs à La Réunion. Les souffleurs, c'est quoi ? Les souffleurs, c'est l'eau qui rentre dans des cavités formées par des tubes de volcan, Oui. des tubes de lave, Oui. et ça souffle, et on voit l'air comprimé qui sort. Et c'est un vieux copain, il y a 2200 ans, Archimède, qui a eu la première fois cette idée. Il a montré qu'en posant un tube dans l'eau, lorsque Oui. l'eau passe, l'eau monte et descend dans les tubes, ce qui crée une grosse pompe à vélo. Donc on fait des grosses pompes à vélo sur l'eau. Ok. Donc, on a bien compris l'idée, on a bien compris le potentiel. Vous en êtes où aujourd'hui du développement de AceWave ? Tout est prêt jusqu'au process industriel qui est totalement prêt. Maintenant, il ne manque plus que des fonds. Nous sommes en train de rechercher, principalement à l'étranger, c'est plus simple. Ouais. Mais récemment, Bouygues Energy Service est notre nouveau partenaire, donc on espère qu'on va faire quelque chose sur le port de Marseille. Ah, donc on commence à rentrer dans un projet beaucoup plus concret. Il y a quoi ? Il y a un démonstrateur qui existe déjà 2 démonstrateurs ont fonctionné en mer et ont prouvé, avec moins de 3% d'écart par rapport aux simulations, que toutes nos prévisions sont justes. Ouais. Comment ça fonctionnerait ? Donc c'est quoi ? Ça ressemble à quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on installerait Ça ressemble à un grand tube posé sur l'eau, Ouais, et dessous, imaginez un immense bac à glaçons. d'accord. Chaque portion du bac à glaçons est une pompe à vélo qui amène de l'air comprimé et qui alimente nos turbines révolutionnaires qui produisent l'électricité. Donc l'électricité, elle est produite directement sur l'eau motrice en mer, pas trop loin des côtes quand même. C'est quoi l'idée ? Où vous voulez, du moment que l'eau est agitée. Sur le lac Léman, on fonctionnerait encore 50% du temps. Ok. On a prouvé qu'on fonctionnait avec des vagues comme ceci, ce qui est essentiel pour l'hydrogène vert. Ouais. Et donc, on pourrait produire 4-5 fois l'électricité de la planète si on le désirait rapidement. Avec un avantage, parce qu'on va vous comparer à d'autres énergies renouvelables, et évidemment, si je prends l'éolien maritime, l'éolien offshore, il y a un avantage qui me semble évident, c'est l'effet visuel. C'est-à-dire que ce que vous installez, on ne le voit pas du large ou quasiment pas. On n'arrive pas à le trouver lorsqu'on arrive sur place. Ouais. Et donc, par rapport à l'éolien, on est très complémentaires. On est très compétitif, à moins de 2 centimes du kilowattheure. Ouais. Et ça permet d'installer très vite quelque chose qui va permettre d'avoir un mix énergétique avec toutes les autres énergies renouvelables, qui permettent d'être en totale parité réseau. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi vous êtes complémentaires ? Parce que vous tournez à des moments où les autres tournent moins, c'est un peu ça Nous, on tourne tout le temps. Ouais, On tourne plus fort le soir et en hiver. Ouais. Donc on est vraiment en parité réseau. L'humanité a besoin de toutes les énergies. On n'a pas une seule qui est meilleure que les autres. Simplement, il faut le mix énergétique et les câbles qui sont déjà posés pour l'éolien permettraient de lisser l'énergie des éoliens et donc de rendre leur énergie plus acceptable pour le réseau. On peut imaginer, parce que moi, ce que je vous entends, je me dis, l'idée, elle est géniale, le démonstrateur, il y en a 2, etc. Qu'est-ce qui coince ? En France, Oui. on ouvre le parapluie, on aime bien ce qui marche déjà. On ne finance l'innovation que lorsque c'est déjà fait depuis 3 ou 4 ans, donc ce n'est plus de l'innovation. D'accord, et donc vous allez pas mal vous financer à l'étranger ? On a beaucoup de projets à l'étranger, en Afrique du Sud, au Maroc. Nous sommes partenaires de l'université de Fès avec les écoles d'ingénieurs et métiers françaises pour développer l'hydrogène vert marin au Maroc, puisque c'est la solution pour développer de l'hydrogène extrêmement compétitif qui sera moins cher que le carburant fossile. Merci beaucoup d'être venu nous présenter AceWave. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais aller très vite pour remercier Alexis Mathieu et Marie Billat à la programmation. Le réalisateur, c'est Xavier Sanchez et Thibaut Goury-Lafont au son. Belle journée.